Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur le thème de la convergence du online et du in-store retail et le sujet du clienteling, outil assez fondamental dans cet environnement de mutation du secteur du retail et de la redéfinition du rôle du magasin physique. Nous avons aujourd'hui avec nous Sébastien Zins, Senior Regional Vice President de Salesforce en France. Merci beaucoup à Sébastien de participer à notre webinaire. Nous avons également Anne-Sophie Cariou, qui est Business Analyst Retail chez Beveridge Digital. Et donc moi-même, Abigail Schirman, Vice-Présidente Retail et CPG chez Beveridge Digital. Nous allons avoir environ 25 minutes de présentation au cours de laquelle vous êtes invités à nous poser des questions sur l'outil de chat du webinaire, sachant que nous y répondrons à la fin de la présentation. Alors pour démarrer, commençons par vous exposer les tendances qui nous paraissent fondamentales aujourd'hui dans le secteur du retail. Nous avons identifié 5 principales tendances. La première tendance, c'est vraiment la montée en puissance de l'omnicanalité et l'exigence et le besoin du consommateur d'avoir une expérience fluide entre les différents canaux de distribution que sont le magasin physique, l'online, le mobile. Dans ce contexte, les consommateurs sont en recherche d'offres de plus en plus personnalisées qui répondent à leurs préférences, à leur historique d'achat, à leur profil. Certes, sur les sites internet, cette pratique est assez courante en fait de voir des offres qui sont en phase avec ce qu'on a pu acheter précédemment et nos préférences. Quand on rentre dans un magasin, le vendeur ne vous connaît pas, n'a pas forcément d'outils pour savoir ce que vous avez acheté auparavant et peut-être démuni justement de la possibilité de vous proposer des produits qui vous intéressent. Le mobile, enfin, outil qui a pris énormément d'ampleur dans le monde de l'e-commerce, puisqu'aujourd'hui, le mobile constitue 30% des ventes online et sera amené à constituer presque 50% d'ici 2 à 3 ans. Donc vraiment un outil fondamental, que d'ailleurs 90% des acheteurs aujourd'hui circulent en magasin en même temps qu'ils consultent leur portable. Les moyens de paiement, encore une évolution, une technologie qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui continue à évoluer avec du self-checkout, du mobile payment, des solutions comme vous avez peut-être pu les voir dans l'enseigne du Bon Marché, où maintenant, via l'application, vous pouvez scanner des produits, directement payer et être juste contrôlé à la sortie du magasin. Et notre 5e tendance, qui est vraiment la tendance dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est le magasin physique. Le magasin physique qui aujourd'hui est dans une situation un peu complexe puisque pas mal d'enseignes ont fermé des magasins et investissent de moins en moins dans leur force de vente. Une étude récente a constaté qu'aux États-Unis, 86% des consommateurs avaient quitté le magasin avant d'effectuer leurs achats parce qu'ils en avaient assez d'attendre en fait et de faire la queue qui était très longue. Et pourtant, parallèlement à ce chiffre de 86%, un chiffre quasi identique continue à effectuer ses achats en magasin. Donc, le magasin reste quand même le lieu privilégié aujourd'hui de la transaction et le restera. Mais des consommateurs frustrés et des consommateurs qui quittent le magasin, ça se traduit en une perte sèche de vente pour les retailers. Cette perte estimée dans la même étude à plus de 37 milliards de dollars. Souvent, en fait, cette expérience est aussi associée à une déception du consommateur face à l'assistante qu'il peut recevoir en magasin. Aujourd'hui, 83% des consommateurs pensent qu'ils en savent plus que les vendeurs. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ils sont très nombreux à consulter leur portable, à consulter des avis des autres internautes pour effectuer leurs achats. Et à côté de ça, ils disent aussi qu'ils auraient envie que le vendeur en sache plus. C'est important pour eux. Et c'est important pour eux également d'avoir des offres personnalisées. Aujourd'hui, 70% des consommateurs
ont envie d'avoir une offre personnalisée. Ce qu'ils appellent personnalisé avant tout, c'est le fait que le vendeur puisse savoir depuis quand ils sont clients, qu'est-ce qu'ils ont acheté auparavant, puisque ces éléments permettraient de donner aux consommateurs l'offre qui lui convient. Et les consommateurs déçus, c'est aussi des consommateurs qui sont prêts à switcher de marque très facilement. Du coup, par rapport en fait à ces enjeux et à l'enjeu du magasin et au besoin de recréer une relation privilégiée, une relation individualisée entre le vendeur et le client, les magasins doivent se réinventer et apporter des nouveaux outils digitaux sur le point de vente. Bonjour à tous, Anne-Sophie Cariou, Webbridge Digital. Merci Abigail pour cette première partie détaillée. N'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le chat. Donc, comme le disait Abigail, effectivement, les marques aujourd'hui, on doit renforcer le magasin. Et du coup, l'idée de mettre en place des outils digitaux, d'équiper les vendeurs d'outils digitaux, pour leur permettre justement de proposer une relation personnalisée avec leurs clients est important aujourd'hui. Il y a une étude de Retail Dive Source qui prouve que 89% des retailers équiperont leur force de vente d'outils mobiles dans les 3 prochaines années. C'est donc un enjeu de taille et la question est vraiment importante pour les retailers aujourd'hui. Ces outils digitaux, en fait, se basent sur une stratégie de clienteling. Alors, le clienteling, c'est quoi? C'est en fait une stratégie qui a été... Les premières initiatives ont été dans les années 2010 environ. Et le but, en fait, est de créer une relation sur le long terme avec le client, que le vendeur, justement, grâce aux données passées, aux préférences d'achat, toutes les données personnelles, en fait, du client, il puisse en fait offrir un service personnalisé en magasin. Et donc, c'est de pouvoir disposer facilement des informations, de ne pas devoir aller chercher les informations sur un ordinateur, mais d'avoir tout en fait dans les mains. L'idée, c'est donc d'avoir une vision 360 du client, de pouvoir reconnaître le client qui a acheté online en magasin, de pouvoir peut-être récupérer aussi les paniers abandonnés pour pouvoir justement finaliser la vente en magasin. Donc, le clienteling, c'est quelque chose qui fonctionne très bien quand il est bien utilisé. On peut avoir jusqu'à plus de 300% de collecte de données parce qu'en fait, justement, le but du clienteling, c'est de rendre le CRM disponible en magasin. Donc, les vendeurs vont pouvoir accéder en direct devant le client à son profil, vont pouvoir mettre à jour les informations clients. Et donc, ça, c'est un atout considérable pour les marques. Et ça va aussi permettre d'augmenter le trafic en magasin jusqu'à plus 6%. Le repeat business de 33%, donc ce qui n'est pas négligeable. Vous avez donc plusieurs marques qui ont déjà mis en place une stratégie clienteling. Sephora notamment, qui est une marque qui est très, très avancée d'un point de vue digital, qui n'hésite pas à mettre en place des techniques innovantes tant sur son site internet que dans les magasins. Et donc, en fait, les beauty advisors sont équipés d'outils de clienteling en magasin. Et lorsqu'un client arrive en boutique et qu'il souhaite peut-être avoir accès à des achats passés, pour un cadeau notamment, il suffit en fait de donner sa carte de fidélité ou son nom pour pouvoir accéder directement à ces informations. Vous avez également Burberry, qui est aussi un grand acteur dans le digital, qui du coup a mis en place des applications de clienteling en boutique également, pour proposer de la recommandation produit, pour que les clients puissent bénéficier d'un service personnalisé, puisque le luxe est le domaine de prédilection pour le clienteling. Vous avez également des marques comme Starbucks qui n'ont pas mis en place une stratégie de clienteling globale, mais des briques pour faciliter l'expérience et justement satisfaire davantage ses clients. Et en fait, eux, ils ont proposé une application où on peut commander en amont son café, on peut le payer, et il suffit ensuite d'aller le récupérer dans le magasin sans faire la queue pour payer sa commande. Malgré ces initiatives, on se rend compte que finalement, le clienteling est peu présent dans le retail. Voilà, c'est vrai que quand on va faire du shopping, c'est pas dans toutes les marques qu'on peut voir ces initiatives.
On a identifié 3 hypothèses. Tout d'abord, comme je vous disais, le clienteling a vu ses premières expériences dans l'univers du luxe. Et du coup, les retailers ont tendance à l'associer au luxe. Et pourtant, le clienteling peut s'adapter à tous les univers du retail. Par exemple, pour les produits électroménagers, où vous allez justement permettre aux vendeurs d'avoir accès aux produits en ligne, pouvoir consulter les prix, pouvoir faire vraiment de la recommandation et empêcher peut-être les clients de quitter le magasin pour ensuite aller acheter en ligne. Il faut aussi avoir une infrastructure quand même développée pour pouvoir mettre en place une stratégie de clienteling. Et ensuite, les solutions actuelles n'utilisent pas forcément toutes les technologies innovantes comme l'intelligence artificielle. Et du coup, les fonctionnalités restent assez classiques. Merci Anne-Sophie. Je vous répète ici que vous pouvez bien entendu continuer à nous poser des questions par le biais du chat. Alors pour continuer sur les propos d'Anne-Sophie et le fait que le clienteling est peu visible en magasin, donc les deux autres points qui nous paraissent être l'explication, donc c'est comme le disait Anne-Sophie, la data. Il est important en fait pour une marque qui met en place le clienteling d'avoir cette visibilité du client, du profil 360 du client. Aujourd'hui, on sait, les retailers ont souvent des systèmes assez disparates pour collecter de l'information, que ce soit collecter de l'information directement du point de vente ou en ligne. On a même des chiffres qu'il y aurait plus de 30 outils aujourd'hui utilisés, ce qui n'est pas étonnant étant donné la fragmentation du parcours du client aujourd'hui, qui a plus de 5 touchpoints avec la marque avant d'effectuer un achat. Donc l'importance de consolider cette information, de dépasser en fait le silotage qui peut exister dans une société pour mettre en place une vraie base de données consolidée est presque un prérequis en fait pour pouvoir ensuite donner l'accès à ce profil aux vendeurs au biais d'une tablette. Et enfin, bien entendu, les nouvelles technologies et les nouvelles fonctionnalités sont fondamentales pour vraiment donner tout son sens au clienteling. Aujourd'hui, on a identifié 3 ici, mais il y en a plus, 3 fonctionnalités qui nous paraissent, nouvelles fonctionnalités qui nous paraissent vraiment donner un plus à cet outil. Le premier, la visibilité omnicanale du stock. Aujourd'hui, un client rentre en magasin, ne trouve pas sa référence, pas sa taille ou pas sa couleur, la vente peut être perdue. Plutôt que de la perdre, si le vendeur est capable, à travers cet outil, d'identifier le magasin le plus proche, d'identifier si le stock est disponible, si le produit est disponible sur le stock du site web, et ensuite de le livrer soit directement au domicile du shopper, soit au niveau du point de vente, bien entendu, ça apporte un atout considérable au clienteling. En deuxième lieu, l'idée aussi, c'est que le vendeur puisse, par le biais de cet outil, faire des offres personnalisées et donc lui donner cette possibilité. Offre personnalisée qui peut être, ça peut être un prix lors d'un anniversaire, ça peut être un produit spécifique, une promo spécifique. L'utilisation de moteurs de recherche, de moteurs d'intelligence artificielle peut vraiment compléter cette offre et aider le vendeur à faire des offres pertinentes. Et enfin, l'expérience se doit d'être fluide du début à la fin pour le consommateur. Comme on l'a vu tout à l'heure, les files d'attente expliquent parfois la perte de vente. La possibilité de payer directement le vendeur par le biais du mobile payment donne également un avantage considérable au clienteling. Du coup, cet outil peut vraiment être un vecteur très intéressant pour consolider en fait le parcours omnicanal des clients, pour vraiment driver le web to store, le store to web et tous les différents parcours aujourd'hui qu'utilisent nos consommateurs. Je propose maintenant de me tourner vers Sébastien Zins. Sébastien est SVP Retail chez Salesforce. Merci Sébastien d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais vous poser une première question pour avoir votre retour sur le clienteling. D'après vous, quelle est la valeur du clienteling pour les retailers? Bien, bonjour Abigail. Alors effectivement, ce sujet de clienteling est un sujet dont on entend parler de plus en plus. Je pense qu'il est lié à
la transformation du rôle du retail que le retail physique peut avoir au sein d'une stratégie de relation entre les marques et leurs clients. Le retail physique font partie évidemment des assets stratégiques que tout retailer dispose, et on voit même que les pure players cherchent à en disposer pour faire les différents rachats des pure players du e-commerce. Et donc dans ce retail physique, on a bien besoin, si on se dit qu'on veut transformer la relation qu'on crée avec son client, d'avoir des moyens, au-delà des process et de l'accompagnement et des attitudes que les conseillers peuvent avoir, d'avoir des moyens technologiques qui supportent et qui accompagnent les gestes métiers de ces populations au sein des moyens physiques. Donc le clienteling, c'est un peu la cheville ouvrière qui va concentrer toute l'information qu'un associé doit disposer pour pouvoir servir son client, l'accompagner, le connaître, lui proposer des produits qui soient en adéquation avec ses attentes, et donc effectivement requiert une attente et une attention toute particulière de nos clients et de marques. D'accord. Alors du coup, par rapport justement à cette tendance et les avantages qu'apporte cette solution, pourquoi on est si rarement en phase de vendeurs qui utilisent les outils de clienteling aujourd'hui? D'abord, je pense qu'il y a une croyance qui était de penser que le clienteling était réservé à des clients dans le luxe, parce que qui dit clienteling égale coût. En fait, je pense que ce n'est pas tant une question de coût qui est associé, c'est plus une question de stratégie d'entreprise. Et encore une fois, je reviens à mon propos précédent. À partir du moment où une entreprise ou une marque décide que l'expérience client devient un facteur clé de différenciation de sa marque, alors la capacité d'accueillir son client, de donner des services différenciés, va devenir le vecteur essentiel qui fera que l'application de clienteling en bout de chaîne devient nécessaire. Et on le trouve évidemment dans le luxe, parce que sans doute que le secteur du luxe était précurseur en la matière, mais on peut l'imaginer dans de nombreux secteurs, notamment tout le retail spécialisé. Par exemple, si je vais chez un bricoleur et que j'ai une cuisine à me faire monter, je vais peut-être potentiellement être accueilli par quelqu'un qui va m'accompagner dans les rayons, m'aider à sélectionner et mes produits, et au-delà des produits, la décoration, etc. Et donc, on voit bien qu'il peut se nouer autour d'un sujet X ou Y dans un rayon bricolage, pour continuer cet exemple-là, tout un tas d'activités, de processus et de solutions que donc mon client pourrait être intéressé, que je ne pourrais pas capter si je n'avais pas cet échange-là et cette mobilité-là au sein du magasin. Très bien, merci Sébastien. Du coup, par rapport à ce que disait Sébastien, nous chez Beveridge, on a développé notre solution de clienteling. Je passe la parole à Anne-Sophie qui va un petit peu vous l'expliquer. Donc, notre solution de clienteling est basée sur l'environnement Salesforce, ce qui lui permet du coup d'avoir une flexibilité, une fiabilité. Elle est basée sur 3 sujets principaux qui concernent donc les retailers. Le store management, avec des outils pour justement pouvoir suivre les performances en magasin, suivre les performances vendeurs. Un module aussi de Customer Knowledge pour avoir justement une vision 360 du client, et un service de Shopping Assistance pour proposer des services innovants tels que le Click and Collect, le Store to Store et la e-réservation d'une manière processisée, dans le sens où ça va permettre de gagner du temps, de gagner en fluidité, pour pouvoir justement proposer des services à la hauteur de l'attente des clients aujourd'hui. Voilà, donc notre solution dispose de solutions pré-pensées, pré-configurées pour les retailers, pour justement accélérer le développement de leur stratégie. Alors, suite à cette petite présentation de la solution de Beveridge Digital dans le clienteling, de votre point de vue, quelle est la pertinence de notre solution pour vos clients? Alors, Salesforce, depuis le début de sa création, prône toujours le même credo, à savoir que très longtemps, l'informatique a vécu avec des briques qui s'est juxtaposées les unes à côté des autres, qui requérait énormément d'intégration, de travail de partage de la donnée. On voit bien qu'aujourd'hui, la donnée doit circuler, que les parcours clients ne sont plus monolithiques, mais sont changeants en permanence, et qu'à ce titre-là, la vision que Salesforce porte, c'est vraiment de fournir une plateforme sur laquelle viennent s'appuyer un certain nombre de briques technologiques qui viennent servir les process métiers qu'on peut mettre en place auprès de nos clients. Et à ce titre, le clienteling fait partie, comme l'e-commerce, comme le service client, comme le marketing, comme d'autres, d'une brique essentielle. Or, ce qui est intéressant dans la démarche qui est entreprise
compris Brevice Digital, c'est de mettre en place une plateforme clientéling, une solution de clientéling qui s'appuie justement sur cette plateforme, donc qui nativement va venir partager la donnée du client, les processus, son historique, etc. Donc, finalement, suivre la même trajectoire que Salesforce prend après avec ses propres solutions pour fournir à nos clients des solutions simples à mettre en œuvre qui vont partager nativement la donnée. Merci beaucoup, Sébastien. Nous arrivons maintenant donc à la fin de la présentation et du coup, place aux questions. On a reçu certaines au cours de ce webinaire. Anne-Sophie va nous lire la première question. Alors, donc la première question que nous avons, quels sont en 3 mots vos atouts pour les marques qui travaillent avec vous? Alors, c'est une question intéressante. Pour nous, la manière dont on voit nos 3 avantages, en fait, on en a 3, hein, je vous dis. Je pense que le premier, c'est un peu comme l'a décrit Anne-Sophie, le fait que notre solution, elle est complète. En tout cas, elle a vocation à être complète et à aller au-delà du clienteling. Donc, la clienteling ne constitue qu'une seule brique, en fait, de notre offre. Brique qu'on va essayer de développer davantage encore que les solutions existantes aujourd'hui. Mais on va la compléter avec une vraie brique de store management et donc la capacité de gérer les tâches en magasin, de gérer sa relation avec le siège et de gérer les relations avec des vendeurs d'autres magasins par le biais d'outils comme les outils chatter que propose Salesforce, qui sont des outils qui sont très intéressants dans le cadre de store to store, par exemple. Donc, on a cette brique-là et on a également une troisième brique qui est la brique de Shopping Assistant qui a vocation à fluidifier les processus entre l'offline et l'offline, comme le click and collect pour être capable de notifier un vendeur qu'une commande est prise et de plus rapidement la préparer et de faciliter du coup l'accès à cette commande une fois que le consommateur entre en magasin. Donc, vraiment, on a vocation à être plus complet. Je pense que le deuxième point qui est important, c'est qu'on a vocation à développer un produit et non pas un projet. On a un certain nombre de concurrents déjà sur le clienteling qui développent à chaque fois en fait une solution customized pour leurs clients. Je pense que nous, notre approche, c'est de développer un produit standard mais customisable quand même aux couleurs de la marque, à le commercialiser sur la plateforme de Salesforce, l'App Exchange, et du coup bien plus rapidement pouvoir l'implémenter chez nos clients et pouvoir développer les upgrades, comme n'importe quel produit. Donc, je pense que c'est vraiment un deuxième atout sur lequel on communique. Puis enfin, le troisième, hein, comme l'a expliqué Anne-Sophie, puis comme l'a expliqué également Sébastien, la plateforme Salesforce sur laquelle on développe est pour nous un outil fondamental puisque Salesforce va très facilement s'intégrer dans l'environnement de nos clients, qu'ils soient déjà utilisateurs de Salesforce, ce sera encore plus facile, ou qu'ils ne le soient pas. Voilà, donc ça c'est notre point de vue. Je vois qu'il y a une deuxième question. Alors cette question, oui, alors vous nous avez donné 3 exemples de clienteling, Sephora, Burberry et Starbucks. Est-ce que ces initiatives ont fonctionné? Alors oui, ces initiatives ont fonctionné. Si on prend l'exemple de Burberry, la solution de clienteling a été développée dans plus de 200 boutiques. Donc, ce qui est un chiffre quand même considérable. Voilà. Donc, on se dit en fait que la première phase a été de le mettre en place dans des boutiques test pour ensuite le développer de manière internationale. Si on prend l'exemple de Sephora, la solution a été développée dans les années 2010. Ça a été les premiers en fait à jouer sur la tendance du clienteling. Et donc voilà, le clienteling est présent dans la majeure partie des magasins Sephora. C'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que Sephora a un système de promotion, 20% d'achat après un montant acheté. C'est des promotions régulières et en fait, les clients demandent régulièrement à savoir s'ils peuvent bénéficier de cette promotion en magasin. Il y a également aussi beaucoup de prendre l'exemple d'hommes qui font des cadeaux à leur femme et qui oublient le parfum de leur femme. Et donc, ils peuvent, grâce à cette application, avoir la référence du parfum et pouvoir faire leur cadeau. Voilà. Alors, nous avons encore des questions. Donc, la prochaine question, c'est pouvez-vous nous donner des exemples? Donc, je vous lis la question. Hein. Pouvez-vous nous donner des exemples d'exploitation pour les retailers non spécialistes
à savoir les retailers type Carrefour, Auchan, etc. Alors, je pense que c'est une bonne question, une très bonne question, parce que le clienteling fonctionne dans beaucoup de cas, et puis dans d'autres cas, il doit être adapté, bien évidemment, au contexte dans lequel on se situe. C'est vrai que dans des exemples comme Carrefour, où souvent l'assistance du vendeur peut être moins pertinente, le clienteling va s'appliquer plus, je pense, à des services un peu annexes que proposent ces magasins. Carrefour, par exemple, a souvent exploite aussi et commercialise à une banque notamment. Ils ont des cartes de fidélité, des cartes bancaires. Ils essaient de se développer sur d'autres axes. Et je pense que ces axes-là, souvent, nécessitent une relation avec le client qui est plus personnalisée et une relation qui pourrait bénéficier de la connaissance justement de tout ce que le client aurait pu faire dans le magasin. Et dans ce contexte-là, je pense que le clienteling peut s'appliquer. Il peut aussi s'appliquer, je pense, à des départements de ces magasins qui sont plus spécialisés, comme notamment l'électroménager, l'électronique, où la complexité des produits et des références et le nombre de références peut être un vrai frein à l'aide du vendeur. Et un outil de clienteling peut prendre tout son sens dans ce contexte. Alors, on a une autre question. Que pensez-vous d'Amazon Go et de Microsoft qui commencent à travailler sur le même modèle de magasin automatisé où la data client appartiendra à 100% au retailer et à l'éditeur de solutions? Alors, question complexe. C'est vrai que moi, ma première remarque par rapport à cette question, c'est que déjà, on est dans un contexte aujourd'hui où le retailer est celui qui dispose de la data client. La question, c'est est-ce qu'il est capable de bien la consolider, de bien l'exploiter. Mais aujourd'hui, les marques, les CPGistes sont justement confrontés au challenge que la data finale appartient aux retailers et qui n'y ont pas forcément accès. Et c'est vrai que d'ailleurs, les outils de clienteling peuvent être déclinés pour ces marques, pour des beauty advisors, d'autres types de fonctions, où ces data pourraient justement enrichir la connaissance client de marques CPGistes. Maintenant, je pense que l'expérience d'Amazon Go, déjà expérience qui date maintenant à peu près du début d'année et qui est vouée, c'est vrai, en tout cas on l'entend, à être potentiellement déployée dans d'autres magasins, montre, je pense, l'importance de proposer des solutions clés en main aux acheteurs, puisque là, c'est un magasin qui n'a pas de caisse et où tout est réalisé à partir de son portable. D'où l'importance, je pense, de solutions de moyens de paiement et d'autres sur lesquels nous, à Bedridge, on se développe. Mais après, pour finir, je pense sur l'expérience d'Amazon Go, c'est une expérience qui fonctionne, qui peut sans doute fonctionner très bien sur certains types de retailers. On parlait tout à l'heure de Carrefour, de la grande distribution, et peut-être dans des contextes justement où on a besoin plus d'un service client, il y aura des aspects de cette stratégie qui peuvent totalement s'appliquer, mais pas forcément l'intégralité de cette stratégie. Voilà, voilà, donc je crois que nous avons couvert l'ensemble des questions qui nous a été posées. Nous allons bien entendu, d'abord merci d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Nous allons essayer d'en faire régulièrement sur des sujets clés de l'univers du retail. Cette présentation sera disponible sur notre site et envoyée par ailleurs. Voilà, ben merci beaucoup et puis à très bientôt, j'espère. Ouais, on est